Le sport, vous le regardez à la télé. Vous allez le voir dans les stades et vous le pratiquez peut-être. Il fait vibrer les foules, déchaîne les discussions et les passions. Qu'il soit amateur ou professionnel, il est porté par des hommes et des femmes impliqués qui œuvrent à son organisation, son développement et sa visibilité. L'ESG Sport a décidé d'aller à leur rencontre pour qu'ils vous partagent leur histoire et leur monde vu de l'intérieur et des coulisses. Ce podcast est réalisé par l'ESG Sport, l'école de commerce du sport business pour ses étudiants, mais surtout par ses étudiants eux-mêmes, et bien au-delà, pour tous les passionnés du sport. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast de l'ESG Sport. Je suis Rally. Aujourd'hui, je co-anime avec le grand Daryl. Daryl, comment vas-tu ? Merci Rally pour cette introduction. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Surtout qu'aujourd'hui, on a une invitée de marque. On est avec Charlotte Levis-Chose. Tchuss. Presque, ouais. Je l'ai presque eu. Donc, une femme qui incarne totalement ce nouvel esprit de sport business. Elle est fondatrice de Isom Athletic, donc une entreprise qui développe des produits de soins naturels, musculaires. Comment vas-tu, Charlotte ? Super, merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci, c'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui, en tout cas. Alors, pour commencer, je voulais te poser une petite question. Quand tu étais en compétition et en études, comment as-tu géré la pression et les échéances ? Et quels enseignements peuvent en tirer nos étudiants de l'ESG Sport si tu as des... Ouais, c'est vrai que du coup, je faisais de l'athlétisme, juste pour recontextualiser. Et du coup, en école, j'avais effectivement les deux à faire. La difficulté, c'est quand même qu'on attend de nous, en général, d'être à 100% dans tous les domaines, à la fois dans le sport et dans les cours, ce qui est pas possible. La première chose, c'est vraiment de prendre conscience que c'est pas possible d'être à 100% tout le temps, malgré ce qu'on attend de nous. Et ensuite, je pense que je gérais ça un peu comme le sport. Au sport, on apprend du coup à se préparer. Ensuite, il y a le moment vraiment de perf. Et ensuite, il y a la récupération. En fait, les cours, c'était un peu la même chose. Vu qu'on ne peut pas être à 100% dans les deux, il y avait des périodes où j'étais à fond dans le sport et un peu moins dans les cours. Et d'autres moments où j'étais à fond dans les cours. Voire même parfois, je demandais des travaux en avance pour m'avancer ou autre. Parce que je savais très bien qu'après, je partirais en stage ou alors que j'aurais des compétitions et que ce ne serait pas faisable. Donc, je pense que c'est surtout une question d'organisation et juste d'être honnête avec soi-même. On ne peut pas être parfait dans tout le temps, quoi. Bien sûr. Et est-ce qu'il y a un moment précis où tu as compris que tu pouvais transformer ton expérience sportive en projet entrepreneurial ? Je pense que c'était en 3e année. Je voyais la fin du master arriver. Je me voyais pas du tout faire un CDI. Ouais. Enfin, franchement, je pense que j'aurais été hyper malheureuse en étant en CDI. Et du coup, je voulais absolument trouver quelque chose à faire. Sauf que à ce moment-là, je m'entraînais à peu près 20 heures par semaine. Donc, je voulais trouver quelque chose qui me permettait d'allier les deux. Parce que quand on passe autant de temps sur une piste, après, on a envie de pouvoir lier les deux. Enfin, voilà, c'est quand même conséquent. La plupart des gens qui ont un travail ne passent pas autant de temps au sport. Et du coup, je voyais l'entrepreneuriat comme un peu une porte d'entrée pour moi. Et un an après, tout bêtement, j'ai fini un jour par regarder ce qu'il y avait dans les soins musculaires qu'on me conseillait. Donc tout ce qui était crème qu'on mettait avant le sport, après le sport, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait rien de très sain à l'intérieur. Donc ça a piqué un peu ma curiosité et très vite, en fait, le monde des cosmétiques, j'ai trouvé ça hyper intéressant, en plus, pour le coup, lié au sport. Et du coup, c'est comme ça que petit à petit, je suis allée vers l'idée de créer une marque. Mais c'est vrai qu'à la base, les cosmétiques, franchement, il y a quelques années, vous m'auriez dit que j'allais travailler dans les cosmétiques. Je me suis dit, mais jamais de la vie. Vraiment, c'était pas du tout un domaine qui m'attirait. Mais du coup, j'ai remarqué ça. J'ai remarqué que c'était une problématique pour moi et en fait, pas que pour les autres. Et puis, l'avantage, c'était que comme j'étais dans mes études, en fait, j'avais pas grand-chose à perdre. C'était un peu le moment où jamais de tester. Et du coup, je me suis dit, let's go. Et en fait, aujourd'hui, voilà, je suis plus en études, mais j'ai toujours la marque. Nickel. Pour nos chers étudiants qui nous écoutent, est-ce que tu as un conseil pour eux, pour travailler dans le sport business et quels traits de mentalité d'athlète qui sont essentiels pour réussir justement dans ce domaine ? Parce que c'est deux domaines quand même différents. Pour travailler dans le sport business, je pense qu'il faut absolument travailler sur sa marque personnelle. C'est un domaine qui, même s'il tend à s'ouvrir, il est encore assez fermé. Et du coup, je pense qu'il y a besoin de pouvoir, notamment si on fait du sport, ou pas forcément, même si on est passionné, de pouvoir partager ça avec autrui, parce qu'en fait, on se crée un nom de marque, entre guillemets, alors personnel en l'occurrence, et ça permet d'avoir plus d'entrée dans ce monde-là, plutôt que quand on sort un peu de nulle part et que personne ne sait trop qui on est. Et après, il y a forcément pas mal de caractéristiques, de compétences, je sais pas trop si on peut dire caractéristiques ou compétences, mais il y a des choses qui sont un peu liées.
et qui viennent du coup du sport, ça va être déjà la capacité à travailler longtemps avant d'avoir des résultats. Ça, je le vois beaucoup dans l'entrepreneuriat, ça fonctionne comme ça. Nous, on a mis 2 ans et demi avant de sortir un produit. Donc, il faut quand même s'accrocher avant d'avoir... voilà, il faut s'accrocher avant d'avoir des résultats. Tout ce qui va être résilience, la gestion du stress aussi. Parce que peu importe le domaine en vrai dans lequel on travaille dans le sport, il y a souvent quand même un côté stressant, que ce soit les événements ou autres, on est souvent soumis au stress quand même. Donc il faut quand même avoir une certaine gestion du stress. Et ça, je pense que clairement, c'est des capacités qu'on a aussi à travers le sport. Et du coup, là, tu parlais justement de gestion du stress. Moi, j'aimerais savoir comment tu as réussi à trouver ton équilibre entre le fait du coup, que tu étais dans la création, tu étais étudiante, créer ton entreprise. Comment tu as réussi à trouver cet équilibre-là? Alors pour être très honnête, je pense que j'ai toujours pas aujourd'hui d'équilibre. Ok. Je pense que c'est hyper... D'ailleurs, je connais aucun entrepreneur qui a un vrai équilibre en réalité. Je pense que l'idée, c'est juste de s'adapter au quotidien. C'est-à-dire que y a des périodes où on sera... c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait de ne pas être à 100% surtout. Il y a des moments où en fait on sera plus focus compétition que la boîte ou que les études. Il y a d'autres moments, c'est le moment des partiels, on sera plus focus sur les partiels que sur le reste. Et en fait, le tout, c'est de s'adapter un peu régulièrement et de bien s'organiser aussi. Moi, je sais que très vite, mon agenda, c'est devenu mon meilleur ami, clairement. Okay. Parce que ça permet de pouvoir aussi anticiper certaines sessions de travail, par exemple. Parce que justement, quand on a, par exemple, des sessions de compétition ou autre, on peut parfois pas tout gérer en même temps. En fait, le fait de s'avancer, ça permet d'avoir plus de temps ensuite pour la compétition derrière. Et inversement, il y a des moments où, en fait, le sport nous demande un petit peu moins de présence. Typiquement, quand on a des sessions de pause ou alors quand on reprend tout doucement la préparation pour une saison, et là, on peut se focus beaucoup plus sur les cours. Donc, c'est vraiment c'est de l'adaptation constante. Il y a pas, je pense qu'il n'y a pas de truc idéal. C'est tout le monde le construit un peu comme il fonctionne. J'adorais dire qu'il y a un truc idéal, mais franchement, je ne l'ai pas trouvé. Et là, maintenant, je n'ai pas les cours et j'ai toujours pas de fonctionnement idéal. Donc, je pense que c'est le co-construire. Il faut apprendre à se connaître aussi. Comment on fonctionne. Moi, typiquement, j'ai arrêté de croire que j'allais arriver au bureau à 8h le matin. Je l'ai fait exceptionnellement aujourd'hui, mais normalement, je débarque à 10h30. Donc voilà, faut juste s'écouter et essayer d'apprendre à se connaître. Et en fonction de ça, on adapte. Mais en fait, tout bouge. Donc on est obligé, nous aussi, de bouger notre adaptation, notre fonctionnement. D'accord. Et du coup, quel conseil tu pourrais donner à un étudiant qui a peur de se lancer par rapport à tout ça, justement ? Parce que toi, tu m'as dit qu'aujourd'hui, tu n'as pas trouvé ton équilibre. Peut-être qu'un étudiant qui voudrait se lancer, il pourrait se dire que j'ai peur de me lancer, j'ai peur de me perdre, j'ai peur d'être submergé, justement. Quel conseil tu pourrais donner à cet étudiant-là ? Alors déjà, la première chose, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Ça, je tiens à le préciser parce que sur les réseaux, je vois de plus en plus de gens qui valorisent l'entrepreneuriat ou autre. Et alors, c'est très bien, je suis hyper épanouie dans mon travail, mais c'est pas fait pour tout le monde. L'entrepreneuriat, c'est hyper dur. Voilà, émotionnellement, c'est vraiment compliqué. Donc déjà, ça, je pense que c'est la première chose à se dire. Est-ce que vraiment on a envie d'entreprendre parce qu'on a envie d'entreprendre, ou est-ce que c'est parce que, à force d'avoir traîné sur les réseaux et d'avoir trouvé tout ça stylé, il y a des choses hyper cool comme ce qu'on fait là, mais il y a plein de journées où en fait on est au fin fond du trou. Donc ça, c'est la première chose pour les gens qui veulent se lancer. Ensuite, c'est de se faire accompagner. Il y a pas mal d'incubateurs qui existent et qui permettent du coup de se faire accompagner. Et moi, c'est vraiment le premier conseil que je donne à tout le monde. Dans l'entrepreneuriat, il y a tellement de choses qu'il faut savoir faire, de compétences à apprendre. C'est impossible de tout savoir. On a besoin de se faire accompagner. D'ailleurs, je crois qu'il y avait une statistique qui disait que c'était 80% des entreprises qui se faisaient accompagner dépassaient les 3 ans, contre 50% si on ne se faisait pas accompagner. Donc, hyper important. Et en plus de ça, en tant qu'étudiant, vous avez accès à ce qu'on appelle les pépites. C'est un organisme qui s'appelle Pépite France et qui donne le statut d'étudiant entrepreneur. Moi, j'en ai bénéficié pendant mes études et ça a pas mal d'avantages. Déjà, on rencontre d'autres étudiants entrepreneurs, on bénéficie d'ateliers, de conférences, on a des concours aussi qui nous sont réservés pour financer certains de nos projets. Nous, typiquement, c'était toute la DA de la marque. On l'a financé avec. Et puis, toutes mes années de master, je n'ai pas fait de stage en entreprise, je les ai fait dans mon entreprise. Okay. Ça, c'est des choses aussi qui sont faisables. Donc, vraiment, se faire accompagner, il y a plein de choses à faire et ça vous évite de potentiellement faire des erreurs ou autre. Donc, vraiment, c'est le premier conseil que je donne, c'est ça. D'accord, je te remercie. On va parler un peu de ton bébé, Isome Athletic. Tu l'as dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de créer la marque ? Est-ce que tu as vu dans le secteur de la cosmétique sportive, est-ce que tu as
as vu quelque chose qui manquait, que tu as voulu rajouter? Ouais, bah déjà, effectivement, comme je l'ai dit, ça vient aussi d'un truc personnel où je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'ingrédients qui n'étaient pas corrects à l'intérieur, alors que c'est vrai qu'en tant que sportif, on a tendance à faire hyper attention à ce qu'on consomme, à ce qu'on applique, etc. Et au final, tout ce qui va nous être conseillé en tant que cosmétique, c'est très peu regardé. Alors c'est surtout par manque de connaissances, mais nous, en tant que sportifs, on a tendance à faire confiance. On va en parapharmacie, donc on se dit c'est génial. On a nos coachs qui nous les conseillent, donc pareil, on se dit c'est génial, alors que c'est pas forcément le cas. Et en discutant autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses aussi qui dérangeaient dans les... Alors typiquement, nous, c'était le baume chauffant au début. Donc souvent, ça chauffe beaucoup trop fort, c'est pas très agréable, ça laisse les mains grasses. L'odeur qui va être aussi hyper importante. Enfin, en fonction des marques qu'on met, parfois, tout le quartier sait qu'on en a mis, quoi. Donc il y avait pas mal de choses à corriger. Et en cherchant, il y avait des produits qui étaient naturels, mais ils étaient hyper difficiles à trouver, honnêtement. On ne pouvait pas juste se balader dans un magasin de sport et en trouver. Et moi, je voulais absolument quelque chose qui soit rechargeable. Le côté éco-responsabilité, après moi j'ai beaucoup grandi avec ces valeurs aussi, mais il était très important pour moi parce que ces dernières années, on a beaucoup remarqué l'impact du changement climatique sur nos entraînements. Ça fait 2, 3, je dirais même peut-être 4 étés où c'est hyper compliqué de s'entraîner en été. L'hiver, il fait de plus en plus froid. Enfin, on le remarque et les sportifs sont aussi beaucoup plus sensibles à ça. Donc en fait, l'idée, c'était aussi de leur redonner le pouvoir de consommation, de choisir ce qui allait le mieux pour eux, quoi. Et selon toi, du coup, quelles compétences doit-on avoir du coup dans le marketing et dans le business du coup, qui t'ont servi, on va dire, pour transformer ton idée en projet concret? Il y en a beaucoup. Déjà, le marketing digital de manière générale. Aujourd'hui, c'est de plus en plus important d'avoir une communauté. Donc, il faut avoir quand même certaines bases, certaines compétences à ce niveau-là. Après, il va y avoir le financier aussi. Ça, c'est hyper important. On a tendance à le mettre de côté, surtout quand c'est pas trop notre passion. Moi, j'aime pas particulièrement les chiffres, mais la trésor, c'est le nerf de la guerre. On l'entend tous les jours. Donc c'est important d'avoir le minimum de connaissances en ce qui concerne la comptabilité, la trésorerie ou autre. Et après, ça va être plein de petites choses. Ça va être l'étude de marché. Ça va être... En fait, il y a énormément de petites compétences qu'on peut avoir, mais qu'on peut aussi développer assez facilement. Donc tout ce qui va être étude de marché, financier et marketing, hyper important de savoir créer une communauté. Très bien. Et du coup, le naturel et l'écologie sont au cœur de ton projet. Donc, pour nos étudiants de l'ESG Sport, quel enseignement peut-on tirer sur la responsabilité sociale et environnementale dans le sport business? Ouais, ça, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Je pense que tout ce qui va être RSE, c'est à penser dès le départ. C'est-à-dire que souvent, on le voit directement au travers du marketing, mais en fait, la RSE, c'est dès le début du projet qu'il faut y penser, sur l'impact que ça va avoir. En fait, il ne faut vraiment pas voir la RSE comme juste un argument marketing qu'on va utiliser. L'argument marketing, il doit arriver parce que vous avez fait toutes les démarches avant. Et c'est hyper important de se former aussi parce que de plus en plus, ça va intéresser les entreprises. Parce que, alors, je pense que ça va surtout venir d'abord des consommateurs, parce que ça vient toujours d'abord des consommateurs, et ensuite, c'est la législation qui se met à jour. Mais les entreprises vont devoir de plus en plus se mettre à jour sur ça. Donc, il y a un besoin de se former. Et c'est vraiment du commencement de l'idée à comment est-ce qu'on choisit les packaging, à quel va être l'impact derrière. Nous, on a choisi du rechargeable, par exemple. Honnêtement, le rechargeable, d'un point de vue business, il n'est pas... si on regarde purement les chiffres, c'est pas la chose la plus rentable. Mais je voyais pas faire ça autrement que par du rechargeable. Moi-même, je me plaignais de devoir tous les mois jeter à chaque fois un nouveau tube de gel ou autre. C'était pas pour faire la même chose. Donc le RSE, hyper important. Je pense qu'il faut de plus en plus creuser dedans parce qu'on est de plus en plus sensible à ça. Et puis la jeune génération l'est aussi. Et les consommateurs aussi sont de plus en plus, ils ont de plus en plus de connaissances sur tout ça. Donc en fait, en tant que marque, en tout cas les marques qui essayent plus ou moins d'échapper tout ce qui va être greenwashing, etc., elles peuvent de moins en moins le faire parce qu'en fait, elles se retrouvent face à des consommateurs qui ont de plus en plus de connaissances sur le sujet. Donc c'est vital aujourd'hui comme sujet. On ne peut pas penser à un produit sain. Totalement. On est de plus en plus renseigné sur la RSE. Et justement, par rapport à ça, quels ont été les plus grands sujets lors du développement de ta marque par rapport à la RSE? Je dirais que c'est au niveau du packaging.
Moi, je rêvais d'un packaging avec une partie en aluminium. Enfin, voilà, vraiment, j'étais partie sur ça. Et en fait, après, tu te retrouves sur le marché avec ce qui existe. Et en fait, pour le packaging, tu as 2 choix. Soit tu fais un moule que tu payes et du coup, on te fait couler dedans, etc. Soit tu achètes un format qui existe déjà et que les usines peuvent déjà... Enfin, ils ont déjà leur moule, etc. La création de moule, honnêtement, ça coûte très cher. Donc, à moins d'être une entreprise qui tourne déjà pas mal, on évite quand même. Donc, là où ça a été la difficulté, c'est de devoir trouver un packaging qui a été rechargeable. Alors déjà, l'idée de l'aluminium, je l'ai mis de côté. Il y avait une idée de bois aussi, je l'ai mis de côté parce que pareil, en fait, c'est les mêmes problématiques. Donc, nous, on est allé sur du PP, donc c'est du plastique, enfin, c'est du polypropylène, exactement, qui était recyclé et recyclable. Parce que trouver des packaging c'est déjà quelque chose de complexe, mais rechargeable en plus c'est encore plus complexe. On se rend pas compte, mais en fait un packaging c'est à quelques millimètres près. Typiquement sur la recharge où on colle une étiquette, elle rentre plus dans le stick. Okay. Donc c'est hyper complexe. Et puis il y a les minimums de commande. En cosmétique c'est 10 000 packaging. Moi je pense arriver à en commander que 700 et ils m'ont dit non, on fait pas tourner les usines pour ça. Donc voilà. Tu as lancé ton projet du coup grâce à un accompagnement de financement. J'ai vu notamment au prix Pépite. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus comment ça t'a, comment tu t'es, est-ce qu'il faut s'inscrire ou des trucs comme ça genre? Le prix Pépite, du coup, c'était lié justement au fait d'être étudiant entrepreneur. Ça fait partie des concours qui sont réservés aux étudiants entrepreneurs. Et du coup, nous, on n'avait pas eu le prix national, mais on avait eu le prix régional. Et en fait, on candidate, on explique pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces financements. Et du coup, nous, justement, c'était l'ADA de la marque qu'on voulait financer. Et voilà, donc vraiment, on candidate, on est sélectionné. Ensuite, on pitch le jour J. Et pour ceux qui sont sélectionnés du coup national, ils pitchent à nouveau, je crois, après. Mais ça dépend. Il y a des concours comme ça. Après, il y a des concours qui ne sont pas réservés aux étudiants entrepreneurs et qu'on peut avoir aussi. Parfois, c'est de l'argent qu'on gagne. Parfois, c'est des opportunités. Typiquement, nous, on avait eu un stand aussi au Delta Festival. L'année dernière, on a eu un stand à la Foire de Paris gratuitement pendant une semaine. Donc pareil, ça c'est des concours et ça aide pas mal au début, surtout quand on n'a pas de fonds. C'est aussi une question de reconnaissance. Alors je vais pas vous mentir, au bout de 2-3 ans, en vrai, on s'en moque un petit peu. Mais au tout début, quand on se lance, honnêtement, c'est important. Les gens y prêtent attention. Du coup, j'allais rebondir, mais du coup, est-ce que tu aurais un conseil à nos étudiants du coup, qui aimeraient peut-être s'inscrire à ce projet-là? Enfin, je sais pas. Au fait d'être étudiant entrepreneur. Au fait d'être étudiant entrepreneur, est-ce que mais d'y aller. Faut se lancer directement? Ah ouais, faut se lancer. Ne pas hésiter. Franchement, on n'a pas besoin d'avoir un projet hyper structuré en fait pour être étudiant entrepreneur. Au contraire, c'est justement ça qui va vous aider à structurer votre projet. Donc, vous avez une petite idée en tête, allez-y. En fait, dans tous les cas, vous perdez rien. On vous accompagne, on vous propose de l'aide, on vous met en relation, on vous propose des opportunités. En vrai, vous avez rien à perdre. Rien à perdre. Et si vous ne faites pas d'alternance et que vous avez des stages, vous avez 6 mois pour bosser dans votre boîte et développer votre boîte. Franchement, moi j'étais très bien les 2 dernières années à faire que des stages chez moi. Donc non, franchement, se lancer. C'est parfois le plus dur, mais franchement, le pépite étudiant-entrepreneur, c'est quand même le moins difficile à se lancer. On ne vous pose pas énormément de questions pendant les candidatures. Donc vraiment, faut y aller. Et du coup, moi, je voulais rebondir sur un truc. Avant de pitcher ton projet, est-ce que tu étais stressé? Comment tu te sentais, le fait de présenter ton projet, ton bébé, comme on l'a dit tout à l'heure, isomathlétique, aux gens? Comment tu te sentais avant ça? C'est pas un peu stressant? Si, moi je dirais même avant de pitcher la première fois, j'ai gardé le projet secret pendant un moment. J'avais trop peur de le dire à mon meilleur ami et à mon coach. C'était les 2 personnes qui me manquaient. Il fallait que je leur dise pour pouvoir en parler à tout le monde. Et en fait, ils étaient en mode « Ah, trop cool, très bien ». Et en fait, c'est parti. Et la première fois que j'ai dû pitcher, par contre, le projet, c'était un concours, je me souviens, à l'université de Nanterre. Je tremblais. Genre, je sentais mes dents claquer pendant que je parlais. Alors, apparemment, ça s'est pas du tout vu. Mais moi, je sentais, j'étais toute tremblante, j'avais les dents qui claquaient. Et effectivement, déjà, t'es pour la première fois devant des gens qui vont te juger sur un projet qui tient hyper à cœur en plus. Mais après, on prend en fait assez vite l'habitude. Le pitch, au final, aujourd'hui, j'ai quasi plus besoin de le relire avant de passer, par exemple, sur scène ou autre.
Ça demande quand même un peu d'apprentissage ou autre. Mais au final, ça fait 3 ans que je pose dessus. Donc en vrai, je le connais, le projet. Mais oui, hyper difficile. Moi, ce qui m'avait bien aidé, c'était d'apprendre par cœur le texte, mais en faisant comme si je parlais à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on ne l'apprend pas tel quel par cœur, mais on l'apprend avec les soupirations, les temps et tout. Et du coup, en fait, même si c'est du par cœur, en fait, ça paraît hyper naturel. Et du coup, tu as l'air plus à l'aise, donc les gens t'écoutent beaucoup mieux. Et puis après, il y a un exercice aussi du stylo. Alors ça, j'arrive toujours pas à le faire, mais on me l'avait donné. En fait, on met un stylo entre ses dents et on doit être en mesure de te comprendre quand tu... J'y arrive toujours pas, honnêtement. Mais ça aide quand même parce que, par exemple, Isome Athlétique, moi je sais qu'au début, je le disais d'une traite, genre c'était Isome Athlétique. Et en fait, personne n'est en mesure de le comprendre ou de l'entendre en fait quand on parle. Donc du coup, ça aide quand même sur certains points. Maintenant, pour le maîtriser, faut y aller quand même. Mais ça aide à faire. Ça marche, je vais garder le tips du stylo, j'essaierai moi-même. Et du coup, autre question, tu as mentionné ton meilleur ami et ton coach. Ouais. Quelle est la place de ces personnes-là qui t'entourent lorsque tu montes un projet en tant que jeune entrepreneur sportif? Comment ces gens-là peuvent t'aider? Parce qu'ils ne vont pas forcément t'aider directement dans le projet, mais ils vont t'entourer, ils vont te soutenir. Est-ce que tu t'es senti soutenu quand tu as monté ton projet? Ouais, moi j'avoue que j'ai pas d'histoire un peu triste de ce genre-là. Au contraire, ma famille, quand je leur ai dit que je voulais être entrepreneur, il y a personne qui était particulièrement choquée. Enfin, j'ai pas eu de réaction un peu ah bon, t'es sûre, etc. Enfin, vraiment, je pense que ça a étonné personne. Et puis même au quotidien, en fait, ils ont toujours envie d'aider, que ce soit m'aider à faire une vidéo, m'aider à me mettre en relation avec quelqu'un, juste m'écouter parce que parfois il y a des journées, elles sont catastrophiques. Donc non, franchement, moi je trouve que je suis hyper bien entourée. J'ai beaucoup de chance sur ça. Mais c'est hyper important et alors du coup je l'ai pas appliqué pour moi, mais je sais qu'un truc qu'on avait vu en formation, c'était de faire une liste un peu des gens avec qui on était à l'aise de parler de son projet et ceux avec qui on n'était pas à l'aise de parler de son projet, et comme ça permet de savoir aussi de faire le tri à qui est-ce que tu en parles. En fait, tu peux avoir par exemple ton père qui t'accompagne pas sur le projet, qui y croit pas trop, mais en fait c'est pas si grave que ça, simplement il faut pas aller lui parler du projet. Parce que du coup, ça va te donner des ondes négatives et en fait, garder ça pour des gens qui te soutiennent derrière. Ça ne veut pas dire qu'il faut couper la relation, mais juste qu'il faut faire un tri de ce que tu vas parler ou pas avec la personne. Ok, je te remercie. Alors, moi, je voulais te lancer sur un avis. Enfin, j'aimerais avoir ton avis. Comment vois-tu l'évolution du sport business pour les prochaines années? Je pense qu'il y aura beaucoup d'évolutions à venir. Déjà, je le vois beaucoup avec tout ce qui va être l'évolution de la course à pied, de l'aérox et tout. Je trouve qu'il y a une sorte de... Ça devient de plus en plus premium. Alors, ça dépend un peu des sports ou autres. Hein. En fonction des sports, c'est pas forcément le cas. Mais de manière globale, je trouve que l'image du sport et du coup du sport business devient de plus en plus premium. Franchement, ceux qui se mettent à la course à pied, ceux qui se mettent à l'aérox, ils ont de plus en plus des critères de sportifs de haut niveau. Ils achètent le matériel qu'il faut, ils mettent le temps qu'il faut, ils n'hésitent pas à prendre un coach si besoin ou autre. Je trouve ça hyper positif. Maintenant, il ne faut pas non plus que ça prenne des dimensions un peu trop larges. Mais déjà, je pense que ça va devenir de plus en plus premium. Après, je pense que l'éco-responsabilité aussi aura de plus en plus de place. Il y avait une étude, alors elle date un petit peu, mais c'était WWF qui faisait ressortir qu'en fait, dans quelques années, ce sera quasi impossible de faire du sport. En fait, en tout cas, on perdra, je crois que c'était une 20aine de jours par an de sport parce que les températures ne le permettraient pas et que nos intérieurs ne sont pas aussi faits pour supporter ces températures. Donc même si on fait un sport en intérieur, on ne sera pas épargné. Donc je pense que de plus en plus les gens prendront conscience et surtout de plus en plus de jeunes vont finir par se mettre au sport. Donc on va pareil avoir un besoin d'aller un peu plus vers l'éco-responsabilité. Et principalement ça, sûrement aussi le côté un peu image de marque personnelle des différents athlètes. On le voit, il y a de plus en plus de gens qui font du contenu sur le sport et hyper bien en vrai, parce qu'il y a pas mal de sports quand même qui sont pas montrés dans les médias, donc en fait il y a ce besoin aussi. Donc ouais, c'est plutôt les 3 points là que j'identifierais tout de suite, le côté plus premium, l'éco-responsabilité et de plus en plus d'images de marque personnelle à ce sujet-là. Et du coup, la question qui suivait, c'était du coup, quelle opportunité devrait, selon toi, intéresser nos étudiants? Est-ce que
selon les sports, tu as parlé de l'Irox notamment, Ouais. des sports comme ça de mode, j'ai envie de dire pour l'instant, parce qu'il y a une grosse influence. Est-ce que, du coup, justement, pour nos étudiants, s'intéresser sur ce genre de sport, qui sont le paddle aussi, Ouais, c'est vrai. un sport qui est en pleine émergence. Mm. S'intéresser sur ça. Moi, je suis plutôt du genre à dire il faut pas forcément s'intéresser aux tendances. Les tendances, c'est bien parce qu'effectivement, ça met plus de gens au sport, il y a de la nouveauté, ça fait du bien. Mais en fait, dans le fond, si vous voulez travailler dans un secteur, il faut travailler dans un secteur qui vous fait du bien, enfin que vous aimez. Si vous voulez travailler absolument dans l'Irox parce que c'est tendance, mais en fait vous détestez l'ambiance de l'Irox, bah, franchement, déjà vous n'allez pas faire long feu. Je veux dire, il y a un moment donné, vous allez dire stop, j'ai pas envie. Donc je pense qu'il vaut mieux être niché dans un premier temps. Et ensuite, c'est surtout les compétences qui vont être importantes. Vos compétences en médias, vos compétences en marketing, en communication, en vente ou autre, qui vont en fait choisir. Et d'ailleurs, se nicher, ça ne veut pas dire se nicher à vie. Hein. C'est dans un premier temps, on choisit un sport qui convient ou enfin en tout cas un secteur du sport business qui convient, et ensuite vous êtes libre de changer. De toute façon, pareil, c'est dans les statistiques, hein, on ne sait pas quel métier on fera dans 5-10 ans. En fait, il y a encore des métiers qui sont là et qui vont émerger, donc se nicher, c'est pas forcément quelque chose de négatif. D'accord. Et du coup, comment tu imagines l'avenir d'Isam Athlétique et ton rôle personnel? Alors mon rôle personnel, je compte rester là très longtemps. J'ai pas forcément envie un jour de revendre la boîte. Alors je dis pas, peut-être que si on me donne des millions et des millions, la question se posera. Mais honnêtement, je me plais vraiment au poste où je suis. Et je m'imagine bien devenir une marque vraiment nationale, s'étendre un peu au niveau européen surtout. Et avec une petite équipe de 10-15 personnes, honnêtement, ça me plairait bien. Je me verrais peut-être pas avec plus de personnes. Mais 10-15 personnes, je pense qu'on peut déjà faire énormément de choses et avoir une ambiance bien sympa au travail. Ça marche. Et du coup, quel projet pour inspirer nos étudiants à développer leur propre entreprise ou carrière dans le sport business? C'est-à-dire, j'aurais besoin d'un peu plus de détails là. C'est-à-dire, toi, tu as lancé Isam. Comment tu penses que Isam pourrait inspirer, ou ton histoire, pour inspirer des étudiants ou des jeunes à se lancer eux aussi de leur côté? Déjà, c'est le fait... alors, je dirais pas que je suis partie de rien. Parce que pareil, ça c'est le genre de truc qui est en réalité faux. Enfin, j'ai eu l'aide de mes parents, etc. Mais pendant mes études, j'avais pas énormément de contacts. Donc c'est aussi l'idée de se dire, en fait, on peut partir d'une petite idée en n'ayant pas énormément de réseau et quand même le développer. En fait, c'est possible. Alors forcément, on a parfois besoin d'un peu plus d'aide ou autre. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir... En fait, il n'y a pas de moment parfait pour se lancer. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir un annuaire énorme pour se lancer. Vous n'avez pas besoin d'avoir une idée parfaite pour se lancer. Il faut savoir que la plupart des projets font que changer et un peu se réadapter au fur et à mesure. Je pense qu'on peut faire des choses bien avec pas grand-chose et en étant jeune. C'est pas un problème d'être jeune. Vous allez parfois rencontrer des gens qui vont penser que entreprendre jeune c'est un problème, mais en réalité c'est pas le cas. Moi je pense qu'au contraire, en plus ça nous donne de la force, et quand je vois certains des entrepreneurs que je connaisse qui ont du mal par exemple à travailler aujourd'hui avec la Gen Z, elles ont parfois elles se confient à moi en oubliant que je suis moi-même de cette génération. Mais non, on s'adapte bien, et puis c'est vrai que comme on n'a plus ce truc de se tuer pour le travail, alors évidemment l'entrepreneuriat c'est un peu différent, on travaille beaucoup et tout, surtout les premières années, mais le bien-être est quand même hyper important. Je pense que c'est un peu toutes ces valeurs que je veux transmettre, et aussi sur l'entrepreneuriat féminin. On n'est vraiment pas encore à égalité au niveau de l'entrepreneuriat féminin. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, et en fait, les femmes, on a tendance à se poser beaucoup plus de questions avant de se lancer. Et ça, je le vois même quand je parle avec d'autres étudiants. Toi, je suis en mode, mais vas-y, genre tu peux, genre t'as suffisamment pour. Mais elle dit oui, mais il y a ça qui manque, il y a ça qui manque, il y a ça qui manque. Et quand je parle avec certains de mes étudiants qui sont hommes, en fait, ils n'ont pas du tout cette problématique-là. Donc si je peux inspirer sur le fait qu'on peut entreprendre quand on est jeune, quand on est une femme, et en partant de pas énormément de choses, en vrai j'ai déjà fait, je trouve, une bonne partie du travail. D'accord. Justement, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit. En tant que jeune entrepreneur, des fois je pense que c'est très compliqué de se lancer. C'est
C'est-à-dire qu'on veut forcément avoir l'idée parfaite avant de lancer le projet. Toi, dans ton cas, est-ce que tu avais déjà une idée claire, précise de ce que tu voulais faire dès le début, ou est-ce que tu as dû retravailler en cours de route, rechanger, modifier certaines choses? Alors, j'ai eu d'autres idées business avant. En vrai, alors c'est compliqué effectivement de se lancer, mais en vrai, je pense que c'est compliqué, peu importe. Là, c'est compliqué dans les études parce que justement, on est dans les études, on est jeune, mais ensuite, une fois qu'on a un travail et qu'on a une habitude d'avoir un salaire régulier, c'est pareil, c'est difficile de dire stop et de passer à l'entrepreneuriat. Donc, je pense que déjà, peu importe la période, c'est quelque chose qui va être compliqué. Après, franchement, c'est... Tu vas même me répéter la question. Je crois que je l'ai... Au début, est-ce que tu avais vraiment une idée précise de ce que tu voulais faire, ou est-ce que tu as dû retravailler du coup, j'ai voulu faire plein d'autres choses et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Et je pense que vraiment, pour moi, les études, c'est vraiment le meilleur moment pour tester. Justement, alors, on a parfois besoin de travailler à côté ou autre, on s'entend, hein, mais en soi, on n'a pas énormément de choses à perdre. Moi, j'ai commencé en me disant, je vais faire du community management parce que je fais des études de marketing et tout, pourquoi pas. Je suis pas du tout faite pour travailler avec des gens tous les jours. Enfin, mon équipe, oui, mais avec des clients tous les jours, non. Franchement, c'est vraiment pas fait pour moi. Alors que le produit, franchement, j'adore créer le produit, la R&D ou autre. Et ça, j'aurais pas pu le savoir si j'avais pas commencé tout de suite à tester. Par contre, depuis que j'ai Isom Athlétique, j'ai pas eu énormément de revirements. Parfois, on adapte, c'est un peu ce que je disais, on adapte systématiquement. Donc, au début, j'étais un peu en mode sur tous les sports. Au final, même si effectivement le produit est pour tous les sports, on a niché un peu plus sur l'athlétisme parce que déjà, c'est mon secteur et parce que c'est un peu la base de beaucoup de sports, courir, sauter, enfin voilà. Il y a aussi un côté d'un point de vue marketing assez inspirant. Donc, même pour des gens qui ne sont pas forcément sportifs, le côté sprint, athlétisme, ça reste quelque chose qui crée de l'inspiration. Donc il y a ça qui a évolué, mais après j'ai pas eu énormément d'évolution. Mais l'avantage de créer quand on est jeune, surtout pendant ses études, c'est que on a ce temps en fait pour faire toute l'étude de marché par exemple. L'étude de marché c'est une période qui est assez longue, mais qui nous rapporte pas d'argent. Voilà, c'est au début, on crée l'offre, on crée le produit, ça ne nous rapporte pas d'argent. Et en fait, le fait de le faire pendant ses études, moi, je sais que je l'avais vu comme ça, c'est je le fais pendant mes études et en sortant, en étant diplômé, boum, on peut lancer l'entreprise et faire du chiffre. C'est du temps que vous avez, profitez-en pour le faire. On met à profit. Ouais. Et du coup, pour finir, est-ce que tu aurais Pardon. Et du coup, je voulais savoir quelles compétences clés de nos étudiants de l'EG Sport qui nous écoutent devraient-ils développer du coup pour réussir dans l'industrie du sport, que ce soit avec une grosse boîte ou même avec leur start-up, s'ils veulent en créer une? C'est une question qui est hyper large en vrai. Déjà, le côté curiosité. Que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le sport, c'est encore une fois, c'est un milieu qui évolue très vite. On a besoin de se montrer curieux, on a besoin d'aller à la rencontre des autres, de poser plein de questions. D'ailleurs, si un jour vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, posez des questions à tout le monde. Vous ne pouvez pas tout savoir. Donc vraiment, ça c'est hyper important. Et puis ensuite, pour moi, c'est le développement de réseau aussi qui va beaucoup fonctionner. Franchement, il faut se concentrer sur un truc, ça va être le développement de réseau principalement. Parce que peu importe dans quel domaine vous allez bosser, si vous avez du réseau, vous allez trouver quelque chose. Donc, développement de réseau, hyper important. Je pense que c'est le truc à le plus travailler. Moi, je pense que je l'ai un peu mis de côté, honnêtement, pendant mes études. Parce que les assos, c'était pas trop mon truc. Parce que j'avais le sport, j'avais l'entrepreneuriat. Et je me disais, bon, voilà. Mais en vrai, là, dernièrement, je vais dans beaucoup de clubs d'entrepreneurs, à beaucoup de soirées d'entrepreneurs. Je discute avec beaucoup de gens. Et honnêtement, c'est vraiment ce qui fait évoluer. Et puis en discutant avec des amis qui sont salariés, je me rends compte que c'est aussi la même chose. Donc en fait, qu'on choisisse la voie de l'entrepreneuriat ou du salariat, le fait d'avoir un réseau, c'est hyper important, c'est vital. Donc ce serait surtout ça. Pensez à vraiment le développer. D'accord. Et moi, j'ai une dernière question, un peu plus personnelle. Quel est ton dernier souvenir sportif, peu importe le sport, qui t'a marqué récemment? C'est une très bonne question. Je dirais, il y a 2 semaines, un entraînement que j'ai fait, je me suis blessée il n'y a pas très longtemps. Au niveau sport, c'était un peu compliqué et j'ai vraiment pris du plaisir sur cette séance, alors que ces derniers temps, c'était un peu compliqué.
Ouais, je pense que c'était une séance un peu horrible pour la plupart des gens. Hein. On faisait 9 fois 300 mètres. En général, les gens n'aiment pas trop, mais moi, perso, j'aime beaucoup. Ce genre de séance, on me l'annonce, je suis en mode « Ah, trop bien !» Et ouais, le fait de pouvoir reprendre du plaisir sur ce genre de séance, ça fait du bien. Ça fait du bien, ouais. Ah, moi, je te remercie. Merci. Et bah du coup, c'est la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Rally avec Daryl. On a reçu aujourd'hui Charlotte Levif Tcheus. On se retrouve pour un prochain épisode et on se dit à très vite. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci à notre invité de s'être livré à notre micro et de nous avoir partagé son expérience. Pour être sûr de ne pas passer à côté des prochains épisodes, abonnez-vous à notre podcast. Et si ça vous tente de nous rencontrer, passez nous voir à l'école. Le G-Sport est présent à Paris, Aix, Bordeaux, Lyon, Dijon, Rennes, Nantes, Tours, Rouen, Montpellier, Toulouse et Biarritz. À très vite!